bienvenue dans ce nouveau débat de la lettre M organisé en partenariat avec le CIC Sud-Ouest. La reprise va-t-elle se poursuivre en 2022? C'est la question que nous allons poser à 3 experts qui sont avec nous en plateau et que je vais vous présenter dans quelques minutes. En effet, en 2021, le PIB de la France a grimpé entre 6 et 7% de croissance. Un rebond qu'on peut considérer comme mécanique après une année 2020 extrêmement atone. Reste à savoir si cette progression du PIB va pouvoir se poursuivre et dans quelle mesure cette année. Alors pour cela, nous allons évoquer plusieurs sujets, susceptibles pour certains de freiner, pour d'autres de soutenir la croissance. Je pense bien sûr à la situation sanitaire, au remboursement du PGE, au financement de la croissance, aux difficultés d'approvisionnement en matériaux, à l'inflation, à la pénurie de main-d'œuvre ou encore à la transition écologique. Un programme assez dense, vous l'avez compris. Il ne reste donc plus une minute à perdre. C'est parti. Alors, avant de prendre vraiment le démarrage de ce débat avec nos experts, quelques mots d'abord avec vous, Patrice Cauvet. Vous êtes directeur général du CIC Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ma première question est assez simple. Je voulais vous demander comment on peut faire des scénarios, des prévisions sur la conjoncture économique dans les mois à venir, dans un contexte aussi incertain où les cartes sont rebattues en permanence. Est-ce que, par exemple, vous avez dû un peu réduire la temporalité en vous disant on ne peut plus faire des prévisions à 6 mois, il faut les faire à 2 mois, parce que ça change trop vite? Écoutez, je vous remercie de nous accueillir pour ces échanges. Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne vais pas répondre à votre question précisément parce que je ne suis pas un prévisionniste, un économiste. Mais vous avez en plateau François Duhaene, justement, qui est notre chef économiste et stratégique, qui est le responsable de ce service-là pour le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et qui sera plus qualifié que moi puisque c'est le cœur de son métier pour vous répondre là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, en tant que banque régionale, implantée sur nos territoires, le cœur de notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets, et notamment les entreprises et les dirigeants. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit depuis 2 années maintenant une période inédite, particulière, avec un arrêt d'économie il y a 2 ans, des ralentissements liés aux périodes de confinement, et puis aussi des rebonds très forts. Et le rebond économique, c'est ce qu'on, vous le disiez, on parlait de 6-7% de croissance, c'est ce qu'on vit là. Et notre ressenti, c'est que c'est aujourd'hui relativement soutenu, même s'il y a quelques facteurs qui font que cette expression-là de la reprise n'est pas totalement complète. Je pense notamment aux difficultés d'approvisionnement, aux difficultés d'embauche, mais ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Qu'est-ce qui revient le plus dans les préoccupations que vous expriment vos clients professionnels? Qu'est-ce qui les inquiète vraiment là dans un avenir proche? Alors ça peut être assez divers en fonction des secteurs d'activité, mais dans l'ensemble, l'économie française a été largement soutenue avec des mesures d'accompagnement qui ont apporté une sécurité, qui ont permis d'éviter des défaillances de masse. Donc ça, c'est un point très positif, puisque d'autant plus que qui dit défaillance dit aussi chômage. On ne vit pas ça, on ne l'a pas vécu parce que cet accompagnement a été massif. Donc la préoccupation, ça a été de s'adapter, surtout au nouveau contexte. Je crois que la grande majorité des entreprises et des professionnels l'ont fait. Maintenant, c'est de pouvoir, depuis plusieurs mois, repartir en croissance, réaliser et délivrer les productions ou les services qui font l'objet de demandes assez soutenues. Et je pense que les difficultés, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est des difficultés pour certains secteurs d'embaucher, des difficultés, cette inadéquation qu'il y a parfois entre
les offres d'emploi et puis les demandes. Et puis d'autre part, dans de nombreux secteurs d'activité, des difficultés d'approvisionnement qui peuvent aussi parfois fragiliser les chaînes de production. On le voit dans des secteurs par exemple comme l'automobile, mais pas seulement celui-ci. Et donc ça aussi, ce sont des préoccupations importantes pour les dirigeants. Quelques mots enfin avec vous, Patrice Cauvet, sur le prêt garanti par l'État, ce fameux PGE. À combien d'entreprises et pour un montant cumulé de quel ordre le CIC Sud-Ouest a octroyé ce prêt? Alors nous, sur notre périmètre d'intervention, qui est l'Occitanie et une grande partie de Nouvelle-Aquitaine, nous avons mis en place plus de 10 000 PGE pour un montant d'à peu près 1,4 milliard d'euros. Ceci depuis avril 2020, donc ça fait bientôt 2 ans. Ces PGE avec une phase 1, certains d'entre eux ont commencé à être remboursés. Pour information, nous avons à peu près un peu moins de 20% des entreprises qui ont remboursé par anticipation leur PGE. Et le reste, un peu plus de 80%, qui ont opté pour un amortissement. Et justement, sur ces PGE octroyés, est-ce que vous avez une idée, un peu à la louche, entre guillemets, si je puis me permettre, de la part qui a été réellement consommée? En d'autres termes, qu'est-ce qui a été conservé sur les comptes des entreprises comme matelas de sécurité? Alors, on peut parler en moyenne, mais on pensait qu'il y avait à peu près 60% de la trésorerie qui a été délivrée, qui aurait été consommée, mais je dirais c'est très imparfait comme chiffre, c'est peut-être un intérêt macro, mais ça s'arrête là, parce qu'il y a de très gros écarts. Les entreprises qui ont été le plus impactées par la crise sanitaire, celles qui étaient aussi peut-être le plus en difficulté, ont consommé une grande partie de leur PGE. Et pour celle-ci, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, notamment avec la reprise économique. Ça va être de trouver les ressorts aussi, et on est là aussi pour les accompagner évidemment, pour financer leurs besoins en fonds de roulement qui va aller croissant avec la reprise. Et puis après, il y a les autres entreprises qui avaient souscrit des PGE par précaution, et elles ont eu raison, puisqu'on vit quand même une période de très grande incertitude. Donc celles-ci, soit les ont remboursées par anticipation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu moins de 20%, et puis pour les autres, elles disposent encore de liquidités qu'elles ont conservées pour financer, là aussi, la reprise de l'activité, et puis aussi pour donner de la sécurité. Vous avez raison, effectivement, tout dépend, c'est du cas par cas, ça dépend de la situation de l'entreprise avant même le début de la crise sanitaire et puis de son secteur. On peut effectivement supposer que dans l'événementiel ou dans la restauration, on a peut-être consommé davantage son PGE que dans d'autres secteurs qui ont été moins affectés par cette crise. Tout à fait, mais on est en Occitanie, et donc en Occitanie, notamment la région de Toulouse, il y a aussi l'aéronautique qui est un secteur prégnant, avec beaucoup d'emplois et qui pèse de manière importante dans notre économie. Là aussi, je dirais, les PGE ont été mis en place par les banques, ont été indispensables pour faire le lien entre cette période de difficulté, d'arrêt d'activité et la reprise qui se dessine. Merci beaucoup Patrice Cauvet pour ces quelques mots d'introduction à ce débat. Vous êtes, je le rappelle, directeur général du CIC Sud-Ouest. Eh bien, il est temps maintenant pour moi de vous présenter nos 3 intervenants. Je vous propose déjà de découvrir leur Bio Express. Fin stratège, François Duhaine met à profit ses 25 années d'expérience en tant qu'analyste financier et banquier d'affaires pour établir les scénarios économiques qui rythmeront les marchés financiers demain. Depuis 2018, le chef économiste pilote l'ensemble des équipes de recherche économique portant sur les entreprises ainsi qu'en matière de développement durable au sein de CIC Market Solutions. Premier vice-président de la CCI Occitanie et récemment renouvelé dans son mandat de président de la CCI de l'Hérault, André Deljari œuvre activement pour le développement économique des territoires régional et héraultais. Infatigable, celui qui a démarré sa carrière professionnelle en dirigeant plusieurs magasins de l'enseigne Intermarché s'intéresse également à la formation. Il préside d'ailleurs l'école Montpellier Business School depuis 2019. La route,
Françoise Glaise a ça dans le sang. Elle fait ses débuts dans le transport routier en tant qu'affréteur au sein d'une entreprise marseillaise spécialisée dans le trafic national et international. Elle devient ensuite responsable logistique avant d'endosser la fonction de déléguée régionale de la Fédération nationale des transports routiers Languedoc-Roussillon, puis Occitanie-Méditerranée. Sa mission ? Représenter et accompagner les professionnels, mais aussi promouvoir ce secteur incontournable au bon fonctionnement de l'économie. Voilà, les présentations sont faites. Nous pouvons donc nous lancer dans ce débat. J'ai envie de me tourner d'abord vers vous, François Duhaene, pour parler un petit peu de la crise sanitaire. Évidemment, bon, certes, personne à cette table n'est épidémiologiste, mais enfin, on a tous quelques données dont on peut débattre. Selon vous, dans quelle mesure la crise sanitaire dont on subit actuellement la 5e vague avec Omicron est susceptible d'affecter l'activité économique cette année ? Écoutez, moi, je pense que Omicron affectera l'activité économique bien moindre que les variants précédents. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement français semble avoir raison de le laisser circuler. On est aujourd'hui aux alentours de 300 000 contaminations par jour. Je vous rappelle que pour un dixième de ça, il y a un an, on aurait fermé l'économie française. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Je crois donc à un impact bien inférieur à ce qu'on a pu connaître à l'époque. Ça continue à perturber les chaînes de production, ça les perturbe chez nous, ça les perturbe aussi bien sûr dans les pays émergents qui nous fournissent pas mal du matériel dont on a besoin, des matières premières dont on a besoin. Donc l'impact reste important, mais il sera moindre à la fois qu'en 2020 et qu'en 2021. Effectivement, d'ailleurs, nous reviendrons sur cette question de l'approvisionnement en matériaux, qui est une réelle problématique encore cette année. André Deljari, en tant que premier vice-président de la CCI Occitanie et président de la CCI de l'Hérault, qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Quel est le retour terrain des chefs d'entreprise que vous côtoyez ? Au niveau de l'optimisme, on est à quel niveau du baromètre ? Bon, tout d'abord, permettez-moi, puisqu'il nous en est encore permis de souhaiter tous les vœux à tous les chefs d'entreprise et aussi de souhaiter la bienvenue à notre nouveau président régional, Jean-François Rézeau, qui a été élu, bien entendu, avec moi en tant que premier vice-président. Alors, aujourd'hui, premièrement, nous, on a lancé depuis décembre, on l'a vu depuis Omicron, on a lancé des études sur la totalité des chefs d'entreprise, sur l'Occitanie, bien sûr, sur l'Hérault, pour savoir un petit peu au niveau de la tendance que ça a donné. Aujourd'hui, on s'aperçoit que globalement, la tendance, et je rejoins ce qui a été dit par M. Duhaene, on sent bien que la tendance est bonne, notamment sur décembre, où décembre, les chiffres d'affaires au niveau commerce ont été bien réalisés. Ensuite, là où on peut tempérer un petit peu, vous l'avez dit tout à fait au démarrage dans votre reportage, il y a quand même encore des secteurs qui sont complètement impactés avec l'événementiel et tous les métiers dérivés, c'est-à-dire on peut y trouver les sociétés de surveillance, les sociétés de nettoyage, les sociétés qui gèrent les fleurs pour tout l'événementiel qui peut être mis en place. Aussi, tous les salons qui ont été impactés, puis la problématique du télétravail. Le télétravail impacte complètement tous les restaurateurs qui sont dans des zones industrielles qui font que ces personnes-là sont très impactées. C'est pour cela d'ailleurs qu'on va faire partir une lettre au ministre avec notre ami Greg Blanc-Villain qui est président de Repère, avec la totalité de tous ces partenaires qu'il y a liés à l'événementiel et liés à tout ce qui se passe ici sur ce territoire, pour essayer de dire, bon maintenant, il va y avoir le pax vaccinal. Il faut, je rejoins ce qui a été dit aussi, c'est qu'il faut arrêter un petit peu toutes les mesures. Alors évidemment, il faut garder les gestes barrières, il faut garder beaucoup de précautions, mais il faut libérer l'économie et arrêter ces jauges à droite et à gauche. Il va y avoir le pass vaccinal, donc maintenant il faut libérer les choses. Je pense que les chefs d'entreprise ont écouté la totalité des mesures gouvernementales qui ont été mises en place. De l'autre côté, ça a été dit aussi, l'État a répondu à la totalité des secteurs entrepreneuriaux sur la totalité des territoires. Maintenant, il reste encore certains secteurs sur lesquels certaines problématiques vont émerger. Et c'est à nous, en tant que leader et en tant que chambre de commerce, essayer sur la totalité de l'Occitanie, avec Jean-François Rézeau, d'essayer de répondre à toutes ces demandes. Françoise Glaise, vous représentez le transport routier pour l'Occitanie-Méditerranée. Quel est le sentiment pour les acteurs de ce secteur ? Globalement, les acteurs du transport routier de marchandises sont plutôt satisfaits de l'activité économique. Bien entendu, le deuxième semestre 2020
n'a pas récupéré tout ce qui avait été perdu au premier semestre, avec le confinement général. L'année 2021 a été ce qu'on peut appeler une année plutôt bonne en activité, avec évidemment, comme disait Monsieur le Président, vice-président de la Chambre de commerce, des secteurs plus ou moins porteurs et des secteurs plus ou moins en difficulté, liés aux approvisionnements. Les transporteurs, par exemple, spécialisés dans le transport de voitures, ne sont pas les plus satisfaits. Oui. Sur le bâtiment BTP, on est plutôt sur une stagnation. C'est pas moins bien, c'est pas exceptionnel. Par contre, évidemment, tout ce qui est lié à la consommation, entre l'augmentation de la population, enfin, il y a énormément d'éléments, circuits courts, etc. Tout ce qui est approvisionnement, consommation, qui sont des secteurs qui ont continué pendant le confinement à travailler, hein, de toute façon. Ces secteurs-là se portent tout à fait normalement, plutôt pas mal. Voilà. Donc, un bilan plutôt disparate. Ça dépend un petit peu des niches et on le comprend tout à fait. Un des casse-têtes de l'année 2022, c'est le remboursement du PGE. Alors, il a démarré, Patrice Cauvet l'a rappelé, pour le CIC Sud-Ouest, il a déjà démarré pour certaines entreprises. Certes, des annonces ont été faites, des aménagements possibles de son remboursement sur 6 ans, voire sur 10, c'est ce qu'a annoncé notre ministre de l'économie il y a quelques semaines, mais sous certaines conditions tout de même, sous l'égide de la médiation du crédit, avec quand même un impact, notamment sur la cotation attribuée par la Banque de France, la fameuse note. Et donc ça reste quand même un point d'inquiétude pour certaines entreprises et avec lui le financement de la croissance. Et oui, certains se demandent comment emprunter pour investir, pour sa croissance externe, pour son extension de locaux si on en a besoin, alors qu'on a déjà une dette, on a déjà un prêt à rembourser. Selon vous, François Duhaene, est-ce que ce remboursement du PGE est susceptible de freiner la reprise ? Écoutez, je crois que l'accès au crédit aujourd'hui n'est vraiment pas un souci. On voit bien que les banques sont là et sont présentes. Patrice le rappelait tout à l'heure, accompagner nos clients, c'est un métier sur le fond, donc je ne crois pas que ce soit un problème. On voit bien un recours croissant au crédit de trésorerie dans une situation transitoire. C'est vrai qu'il faut faire face à la demande qui est bien supérieure à ce qu'elle pouvait être anticipée précédemment. On a plutôt tendance, nous, à penser que le premier trimestre est un petit peu compliqué, mais les dernières statistiques qui sont disponibles nous disent plutôt l'inverse. Donc des entreprises qui continuent à pouvoir fonctionner. Madame mentionnait tout à l'heure qu'une bonne partie de ses adhérents sont contents du niveau d'activité qu'ils ont, ça se retrouve aussi au niveau de l'activité générale. Si vous avez de l'activité et vous êtes capable, face à ça, de dégager suffisamment de profit pour faire face, le remboursement de votre PGE étalé, ça devrait passer. Donc je ne vois pas qu'avec ça, on ait un facteur de ralentissement majeur de l'économie ni française ni européenne. Justement, vous venez de parler de l'Europe. Bon, les taux que pratiquent les banques, ça dépend aussi des directives des banques centrales européennes en l'occurrence pour nous. Est-ce qu'il faut malgré tout peut-être anticiper une hausse, même légère, de ces taux d'emprunt cette année ? Alors, les taux d'intérêt décidés par les banques dépendent avant tout de leur politique commerciale, des risques qu'elles encourent et des secteurs d'activité qui sont concernés. La Banque centrale européenne n'est là que comme une espèce d'étagement en bas, mais après, vous avez quand même d'autres critères à prendre en compte. Deuxième élément que vous avez, c'est que oui, les banques centrales, elles, ont envie de sortir de leur politique monétaire très accommodante parce que l'économie va mieux pour de bonnes raisons. Deuxième élément, ils le font parce que vous avez quand même un peu plus d'inflation qu'il y avait, voire un peu trop d'inflation aujourd'hui, sujet sur lequel on reviendra sûrement tout à l'heure parce que c'est synonyme de perte de pouvoir d'achat. Donc ça les incite à se dire, bon, un argent un peu plus cher, une économie qui serait peut-être un tout petit peu plus modérée que le rythme actuel, ça pourrait avoir un certain sens, mais en même temps, dans la mesure où les mesures qu'elle prendrait ne viendraient pas régler les problèmes d'approvisionnement qui sont l'essentiel de ce qu'il y a derrière la problématique d'inflation aujourd'hui, elles vont le faire, en tout cas pour l'Europe, de manière extrêmement lente, mesurée. C'est pas ça qui va emmener des taux d'intérêt qui vont être imposés aux entreprises sur un niveau totalement insupportable, voire même insupportable du tout. Ça devrait monter progressivement pour des niveaux tout à fait supportables pour l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie des entreprises. Voilà qui est plutôt rassurant. André Deljarry, quel rôle peut jouer la CCI Occitanie en la matière ? Je précise ma question, en termes de médiation, d'accompagnement des entreprises qui demeureraient malgré tout, même si on entend que finalement il n'y a pas péril en la demeure, mais qui seraient quand même un petit peu inquiètes sur ce sujet de comment je vais financer ma croissance cette année. Alors, d'abord, on dit il n'y a pas péril en la demeure, il faut quand même raison garder au travers de certains secteurs. Donc je le ramène un petit peu avec l'événementiel et avec tous les métiers qui vont autour, avec les restaurateurs aussi par rapport au télétravail. Donc il faut... après, la période est un petit peu plus courte, c'est-à-dire que là, on le vit depuis fin décembre et début janvier. On espère que
le 24, à partir du moment où la fin de ces jauges devrait arriver, il y a des choses qui devraient se passer, notamment par la mise en place du pass vaccinal. Donc c'est pour ça que je réinsiste sur le principe de libérer l'économie. Je vais revenir un petit peu sur les PGE. Où là on est dans l'accompagnement. Je rappelle que Bruno Le Maire, notre ministre, nous a nommé les consulaires comme tête de pont pour être entre les entreprises, avec les préfets, donc ici avec Hugo Moutou sur le département de l'Hérault, avec Étienne Guyot sur la totalité de l'Occitanie, pour être justement en affichage pour essayer de trouver ces solutions. Nous sommes des facilitateurs, des accompagnateurs d'entreprises. On est là pour essayer de trouver des solutions sur des problématiques et c'est pour ça qu'hier soir, on se réunissait avec Repère pour justement essayer de dire quels sont les secteurs impactés et comment nous, on peut y répondre. Donc ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui dans ces secteurs encore impactés et savoir les solutions que l'on pourra essayer de mettre en place. Pour les PGE, je dis même que pour des secteurs qui ont été touchés première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il va falloir voir avec Bruno Le Maire, voir s'il y en a qui vont peut-être pas du tout rembourser le PGE. Alors là aussi, vous l'avez dit, c'est du cas par cas. Au niveau des banques, elles ont joué le jeu avec la totalité des entreprises. C'est une très bonne chose. Et je rappelle toutes les réunions qui ont été faites sur les 13 chambres de commerce au niveau de l'Occitanie, où là, on avait un relationnel direct avec le préfet, avec la présidence du monde bancaire, pour justement essayer de trouver des solutions avec toutes les entreprises. Ça a été chose faite sur 2020. Très peu de dépôts de bilan sur 2020. Sur 2021, pareil, il y avait encore un article ce matin sur un journal qui a dit jamais on a eu aussi peu de dépôts de bilan. Donc ça veut dire que l'accompagnement a été bien fait. Ça veut dire que les trésoreries aujourd'hui dans les entreprises sont au rendez-vous. Je dis juste qu'il y a quelques secteurs qu'il faut surveiller et ça, c'est notre job. Je reste avec vous, André Deljarry, sur ce financement de la croissance, parce qu'il passe aussi par d'autres dispositifs qui ont été déployés par l'État. Il y a eu le PGE, bien sûr, mais il y a eu aussi tout le plan France Relance, pour lequel les CCI ont été un vrai relais de l'État. Et ça continue, d'ailleurs. Il y a toujours des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt que les CCI ont pour mission de distiller auprès des entreprises pour qu'elles soient conscientes qu'il y a ces opportunités pour financer leur croissance. Alors, ça a été un petit peu dit tout à l'heure aussi, France Relance, et d'ailleurs Étienne Guyot, le préfet de région, en est le moteur. Des enveloppes ont été mises en place sur la totalité des départements, plus important du côté Haute-Garonne, et ça se comprend. Sur la partie de l'Hérault aussi, il y a des financements déployés. C'est remettre un petit peu au niveau de l'économie industrielle une force sur la totalité des départements, avec les friches qui sont ici ou là, pour essayer justement de trouver des réponses claires sur l'industrialisation. On le voit avec l'hydrogène, que ce soit sur le Tarn ou que ce soit sur le département de l'Hérault, l'hydrogène décarboné, où là, on voit qu'il y a une vraie filière, il y a un vrai accompagnement. C'est pas pour rien que le chef de l'État est venu sur Béziers, pour essayer justement encore de développer. Alors on est sur un plan, bien sûr, écologique, mais aussi sur un plan économique qui nous permet aussi, sur certains secteurs, de donner un éclairage sur des départements et pour essayer d'avancer de façon très forte au niveau économique. Je pense qu'il y a eu le suivi au niveau des entreprises qui a été fait sur la totalité de 2020 et 2021. Aujourd'hui, il y a un accompagnement de la croissance, un accompagnement de certains secteurs pour essayer de développer, et surtout, ça a été dit au départ, mais pour l'emploi, on a maintenu l'emploi sur la totalité des secteurs, et peut-être on en parlera tout à l'heure. Par contre, il en manque et il faut qu'il y ait des formations qui soient adaptées. Par contre, je pense aujourd'hui, il y a de vraies réponses qui sont amenées par France Relance et c'est une bonne chose pour nos territoires. Et voilà, il est bon de rappeler que ça se poursuit. Il y a toujours des appels à projets, des fonds qui sont mis en place pour pouvoir profiter de ces aides de l'État. On va rester encore un petit peu avec vous, André Deljarry, pour parler d'un autre point qui a été un peu évoqué déjà en introduction par Patrice Cauvet, c'est la question de l'approvisionnement. On en entend beaucoup parler de plus en plus, déjà en 2021, bien sûr. Ces délais de plus en plus importants, de plus en plus longs pour avoir des matières premières, des matériaux assez importants, le bois, les semi-conducteurs, bien sûr, dont on a énormément parlé. Est-ce que, selon vous, ça peut freiner la croissance en Occitanie, la reprise en Occitanie ?
Alors, je pense qu'on n'en est encore pas là, mais c'est vrai que quand l'on voit l'augmentation qu'il y a, par exemple, sur l'acier, c'est plus de 30, plus 40% sur ce secteur-là, ça pose réellement un problème, et ça pose deux problèmes. Le premier, c'est la tarification, et le deuxième, c'est l'approvisionnement. Oui, parce qu'il y a les délais, mais il y a l'inflation voilà, qui en découle. Ce qui fait que là aussi, on a une réponse très claire. Il y a une lettre que nous allons faire partir au niveau des EPCI de la totalité des départements pour leur dire attention, il y a des pénalités de retard qui pourraient être mises sur des chantiers. On demande de lever le pied au niveau des EPCI pour leur dire attention, la totalité des collectivités doivent être conscientes de cette problématique-là. Aujourd'hui, quand on regarde sur un marché global, moi je le vois puisque j'ai des travaux qui vont démarrer sur le CFA Purple Campus à Béziers. C'est plus de 10% sur la totalité du marché qui vont être augmentés ainsi par rapport au fait de l'acier, par rapport au fait du bois, par rapport à tout ce phénomène ambiant qui fait qu'on voit ces hausses qui sont répercutées et qui font que beaucoup de chantiers vont avoir des hausses et la problématique de l'approvisionnement. Donc il faut que l'on puisse surveiller là aussi les deux choses. Alors j'ai la chance sur le département de l'Hérault d'avoir plusieurs chantiers avec MBS, avec les CFA, avec aussi sur le chantier de la chambre de commerce du centre-ville qui va être complètement rénové. Là, on est sur un bâtiment ancien. Donc tous ces chantiers nous font toucher du doigt de façon très claire la problématique qu'on peut avoir sur les marchés. Donc vigilance à ces approvisionnements. Pour le moment, il n'y a pas péril en demeure, mais il y a un vrai questionnement et ça donne une problématique sur les marchés globaux qui font que c'est des hausses qui peuvent atteindre sur la globalité des marchés de plus de 10%. Françoise Glaise, on parle d'approvisionnement, on pense forcément logistique, transport, forcément, mes yeux se tournent vers vous. Comment ça s'est passé 2020-2021 pour les transporteurs? Est-ce qu'ils ont pu travailler correctement? Alors, sur l'année 2020, comme tout le monde, hein, le premier semestre a été fortement perturbé. Les livraisons, pour exemple, livraison de carburant, quand on est confiné, qu'on ne roule pas, il n'y en a pas besoin. Hein, donc, ou très peu. Par contre, je dis bien, la chaîne alimentaire a bien tenu, et encore aujourd'hui, elle tient bien, malgré Omicron, etc. Donc 2020, sur le deuxième semestre, on a eu le sentiment quand même qu'une partie de l'économie faisait des efforts et rattrapait un petit peu le premier semestre. Donc septembre 2020, c'est reparti assez fort. L'année 2021 s'est tenue donc à un bon rythme sur quasiment la totalité de l'année. Je dis bien avec quelques secteurs parfois qui sont plus en difficulté que d'autres. C'est pas quelque chose d'égalitaire pour toutes les entreprises de tout type, mais globalement la chaîne a tenu. Les chefs d'entreprise pensent que 2022 on est sur un plateau, c'est-à-dire qu'on n'augmentera plus. En 2021, on a un peu augmenté les volumes transportés. 2022, ils pensent qu'on est sur un plateau qui va durer jusqu'à quand, on ne sait pas. Hein. L'économie, on sait bien que ça... Il y a des gens plus spécialistes que moi sur le sujet, mais il y a un petit peu des hauts et des bas, hein, régulièrement. Il y a des cycles. Là, on a un peu l'impression d'être sur un plateau qui ne baissera pas en 2022. On n'est pas sûr qu'il augmente beaucoup, voire j'ai plutôt des chefs d'entreprise qui pensent que ça va se maintenir sans plus que 2021. Donc consolidation, mais pas forcément de vive inquiétude, même par exemple pour les transporteurs de véhicules dont vous parliez précédemment. Après, effectivement, on a quelques activités qui sont en difficulté, et puis quelques activités pour lesquelles on a une anticipation qui est difficile. On va mettre, par exemple, en avant le transport de conteneurs. Que va faire la Chine demain, qui nous approvisionne quand même, désolé de le dire, mais dans un certain nombre de produits, hein. Est-ce qu'ils vont, lorsqu'ils décident de confiner une zone, c'est toute une production qui peut s'arrêter, et on a le contre-coup 2 mois après. Et ça, on n'a pas de visibilité sur ce genre de marché. L'exportation, déjà que la France n'est pas au mieux sur les exportations, que va donner les marchés de demain, Omicron ou autres variants, d'un pays à l'autre, on n'en sait rien.
On n'en sait rien. C'est ce manque de visibilité qui fait dire aux transporteurs, bon, sur les marchés que l'on connaît, de la consommation au niveau national, on va dire, en local aussi, bien sûr, on a à peu près une visibilité. Pour l'industrie que nous avons dans la région, on sent que y a, effectivement, les choses se stabilisent. Voilà. Après, il y a d'autres parts de l'activité sur lesquelles on n'a pas de visibilité quand c'est lié à l'économie mondiale, quand c'est lié à des secteurs un peu plus fragiles. Voilà. Je rappelle quand même au passage que 2/3 des entreprises de transport, presque 2/3, sont des entreprises unipersonnelles. C'est une personne, un véhicule. C'est seulement un gros tiers qui a des salariés. Et seulement 6% qui ont plus de 50 salariés de toutes ces entreprises-là. Donc il y a une certaine fragilité aussi, forcément. La fragilité de gens qui sont donc des TPE, sans salariés, et qui sont souvent, pas tous, mais souvent en sous-traitance, et qui sont des gens très, très fragiles. Donc... François Duhaene, que va faire la Chine? Je vous pose la question. Il y avait plusieurs choses. Moi qui d'habitude suis perçu comme toujours un peu pessimiste, aujourd'hui je vais être celui qui est optimiste. Ah, je suis un peu désolé, vous n'êtes pas pessimiste. Mais je vais continuer encore. Madame me dit que les carnets de commandes ne sont pas pleins, mais écoutez, je vais plutôt essayer de vous rassurer un peu. Je veux dire, la dynamique mondiale d'une surconsommation des biens par rapport aux services, tant qu'on a Omicron, ça va durer. Tant que les gens préféreront acheter un 3e ordinateur que de partir au cinéma, j'ai pris l'avion pour venir ici, l'avion est vide. Si les gens ne prennent pas l'avion, ils vont continuer à prendre des produits que vos entreprises vont transporter. Bien sûr. Donc vous pourriez presque souhaiter qu'il y ait Omicron si j'étais un petit peu paradoxal. C'est bien sûr pas ce que je vais dire. Nous n'irons pas jusque-là, bien sûr. Je ne vais pas aller jusque-là, mais sur le fond, pour tout ce qui est du transport, l'activité des gens que vous représentez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur la partie mondiale, alors vous me parliez de la Chine, mais plus généralement, il y avait d'autres sujets d'inquiétude. Bien sûr que la croissance, elle est un peu compliquée et la visibilité est faible. Il y a quand même l'idée qu'en 2021, on a eu une récupération anormalement élevée en termes de croissance économique. Et que donc, bien sûr, quand vous êtes sur un pic derrière, vous vous dites forcément, ça peut que ralentir. En revanche, 2021, ça a quand même été une année de récupération par rapport à une année 2020 particulièrement faible. Donc ce n'est pas parce que votre volume transporté ou pour les autres activités a marqué une telle hausse que l'année suivante ne peut pas se poursuivre par une autre hausse. L'enjeu pour le transport, il est un enjeu sur le prix des matières, des approvisionnements. On en parlait tout à l'heure, peut-être toucher un tout petit mot là-dessus aussi. Si vous voulez, il y a des approvisionnements pour lesquels on sait aujourd'hui qu'on n'aura pas de solution avant 2023. Les semi-conducteurs, j'entends des constructeurs automobiles me dire tous les 3 mois que dans 6 mois c'est réglé, et moi je vous prognostique qu'avant mi-23, ce ne sera toujours pas réglé. Mi-23, 18 mois. Bon. Je prognostique pour la Chine, par exemple, et puis je peux vous expliquer pourquoi, si ça vous intéresse. Pas tellement le temps fondamentalement, mais sur la Chine, par ailleurs, on a un sujet qui est très différent, qui est une volonté de faire une politique de zéro Covid. Vous avez sûrement entendu ça. Eux, là-bas, en fait, leurs vaccins ne sont pas bons, et ils le savent. Leur population n'est pas protégée, et ils le savent. Ils disent être vaccinés sur 1,2 milliard de personnes sur 1,4 milliard, mais ça n'est pas efficace. Donc c'est presque comme s'ils n'avaient rien fait avec Omicron. Donc, ils sont en train de développer leur propre vaccin ARN, celui qui fonctionne, le Pfizer, que vous avez sûrement à peu près tous eu. Si ce n'est pas ça, c'était Moderna, puisqu'on n'a pas d'AstraZeneca depuis longtemps. Ils sont en phase 1 des tests, c'est-à-dire que c'est en train de se développer. Ils finiront par avoir leur vaccin ARN, ils copient tout ce qui se présente, ils copieront aussi ce type de vaccin, et puis on finira sur un horizon de temps malheureusement trop lointain, parce que la situation s'améliore. Mais ça ne va pas durer comme ça jusqu'à la fin des temps. Si on se résume sur 2022, bien sûr que 2022 reste pour les pays émergents une année de transition. En particulier parce que leur vaccination est faite grandement à base de vaccins chinois qui ne fonctionnent pas suffisamment, je vous l'ai dit. En même temps, ça ne fonctionne pas du tout. La manière dont la maladie avec Omicron a évolué est de toute façon, vaccinée ou moins vaccinée, moins dangereuse. Il vaut mieux être vacciné, beaucoup mieux être vacciné, ça change vraiment tout. Non vacciné, c'est moins vrai, mais c'est quand même mieux. Au global de tout ça, moi j'ai quand même assez confiance que pour l'activité en Europe, y compris pour la partie des sujets qui vous inquiètent, monsieur, sur la partie à la fois d'hôtellerie et de restauration, je pense que c'est des choses qui vont s'améliorer. En particulier en France, en particulier avec la vaccination, qui est là, c'est avéré. On va avoir un autre vaccin à partir du mois d'avril. Il faudra 3, 4, 6 mois pour le déployer. Moi, je vous prognostique encore un 3e truc, c'est une 4e vaccination assurée d'un vaccin différent, qui sera adapté à Omicron et qui nous permettra de voir la suite de l'année 2022 avec plus d'optimisme que ce que j'entends dans vos propos. Bon,
J'espère que vous êtes un petit peu rassurés, du coup. Oui. Bon, alors, je suis désolée, je plombe l'ambiance, parce que là, on était sur une note plutôt positive, optimiste en tous les cas, sauf sur les semi-conducteurs, où on a compris qu'il fallait un peu faire preuve encore de patience, malheureusement. Bon, un autre point noir, c'est évidemment le manque de main-d'œuvre. Ça devient très, très compliqué. Ça l'était déjà un peu avant la crise sanitaire, mais là, il n'y a pas un jour passe sans qu'une entreprise exprime ses difficultés à recruter. Je vous sollicite de nouveau, François Duhaene. Comment vous analysez ce phénomène qui s'est quand même un peu accentué? Écoutez, moi, je vois très très souvent les chefs d'entreprise constamment. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Quand je regarde un peu ce qui se passe et que je me remets juste avant Omicron, on avait déjà essentiellement des problèmes de main-d'œuvre quand on parlait à nos clients entrepreneurs. Donc en fait, on est juste revenu un peu plus vite que prévu à des problèmes de main-d'œuvre. Ça ne veut pas dire que c'est favorable, mais c'est quand même juste le fait que, comme on a une partie de la population qui ne veut plus faire les jobs qu'on leur propose. Vous avez travaillé dans l'hôtellerie et la restauration, vous êtes pendant 1 an été au chômage, vous avez pu réfléchir ou vous reformer et vous vous dites plus de week-end, pas de vacances, je ne vois pas mes enfants, terminé. Donc on a un truc qui s'appelle là, un terme qui est en train de se développer qui s'appelle la grande démission, grosso modo des gens qui ne veulent plus reprendre la vie d'avant. Et ça, c'est un problème absolument essentiel parce qu'il va manquer à la fin de cette crise, par des évolutions fondamentales du comportement des gens, une partie de la population d'avant. Après, ça dépend du niveau de salaire. Mais est-ce que c'est le seul... on a l'impression que ce n'est pas le seul facteur sur lequel peuvent agir les entreprises. Non, il y a un des sujets, c'est le salaire, oui, qui était en particulier dans ces professions-là probablement assez faible par rapport aux contraintes que ça représente par rapport à d'autres professions. Après, est-ce que l'ensemble de la chaîne de valeur de la restauration, est-ce que l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hôtellerie peut digérer des salaires 15% plus élevés? Bien sûr que non. Pas en tout cas en un coup. D'accord ? Donc, encore, si on va faire un certain nombre de pronostics, c'est sûr que vos vacances la prochaine fois, l'hôtellerie et les restaurants, les prix ne peuvent que monter. Bien au-delà de l'inflation, parce qu'il va falloir digérer ce coût de main-d'œuvre et des populations qui ne veulent plus faire occuper ces emplois. Une fois qu'on a dit ça, vous avez d'autres variables. Vous avez une partie des variables qui est d'allonger la durée du temps de travail. Je suis désolé, je vais arriver sur des sujets qui fâchent, mais enfin, surtout en France, on a de quoi faire. D'accord ? Donc si vraiment on veut régler un problème de main-d'œuvre en France, il y a un certain nombre de sujets, de propositions possibles. C'est-à-dire, soit parce que les gens le souhaitent, je ne vous parle même pas de l'imposer de manière juridique. Les gens pourraient souhaiter travailler un peu plus pour gagner un peu plus. Ça nous rappelle aussi autre chose. C'est vrai. D'accord ? Donc ça, c'est quand même une variable qui existe dans tous les pays. Je vous parle de la France parce que c'est un peu symptomatique de l'évolution des 35 heures, mais c'est vrai partout. L'autre partie, c'est la partie de main-d'œuvre qui est dite figée là où elle est parce qu'elle n'a pas été licenciée, parce que l'État a souhaité qu'on maintienne l'emploi dans cette crise très difficile. Et une partie de la main-d'œuvre aujourd'hui qui est pas à temps plein ou pas effectivement à temps plein. C'est un autre levier qui existe. Le troisième, monsieur l'évoquait tout à l'heure, c'est un sujet de formation. Malheureusement, la durée est beaucoup plus longue pour que ça paye, mais c'est des choses dont on sait très bien qu'il faut avancer. La réforme du marché de l'emploi, elle vient d'être faite. Est-ce que ça va suffisamment porter? Est-ce que ça a été fait correctement? On ne le verra qu'à l'usage. D'accord? Donc sur la partie du chômage, on a aussi des sujets là-dessus. Et on a enfin un rééquilibrage entre les secteurs qui fonctionnent bien et ceux qui ne réforment pas. Je vais revenir là-dessus, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a trop de demandes dans certains domaines et pas assez dans d'autres, et qu'à partir de là, on devrait aussi avoir une forme de rééquilibrage. Après, ne pas avoir la population qu'il faut pour les emplois qui sont offerts, c'est un sujet de long terme auquel s'adressent tous les gouvernements, auquel s'adressent aussi les chambres de commerce. Monsieur, vous êtes responsable en même temps d'une école, et ce n'est pas pour rien, à mon avis, que les chambres de commerce sont souvent liées aux écoles, parce que c'est aussi là qu'on essaie de faire le lien entre ce que dont ont besoin les entreprises aujourd'hui et demain, et l'employabilité des jeunes générations, voire le fait de reformer des personnes qui auraient un peu perdu leur travail pour des évolutions de fond. Françoise Glaise, François Duhaene a évoqué à juste titre l'hôtellerie-restauration à titre d'exemple, mais il n'y a pas que ce secteur, il y a aussi la santé, le BTP et bien sûr le transport. De tout temps, c'est pas nouveau hein, que recruter un chauffeur, c'est un petit peu le parcours du combattant, mais on a l'impression que là encore, ça s'est un petit peu complexifié depuis quelques mois. Comment peut agir le secteur pour pallier les manques de main-d'œuvre? Alors, déjà dans le secteur, au niveau national, il nous manque environ 40 000 conducteurs. D'accord. Lorsqu'on se projette sur l'année, c'est à peu près 40 000 conducteurs. Une des premières raisons de ce manque, c'est la pyramide des âges. Nous avons un personnel vieillissant. 40% des salariés de la branche ont plus de 50 ans. Donc, effectivement, à nous d'anticiper, et c'est ce que nous essayons de faire le plus souvent possible. Pour rappel, les fédérations, et particulièrement la FNTR, ont monté leur centre de formation fin des années 50. Oui, c'est pas tout nouveau. C'est pas tout nouveau. Nous avons des formations
plutôt longue aujourd'hui. Hein, on ne se contente pas d'un simple permis auto-école, entre guillemets. C'est pas une critique des auto-écoles, mais permis plus la formation minimale, on va plutôt sur les titres professionnels, au moins 4 mois de formation, etc. Parce qu'il y a l'éco-conduite, la sécurité, il y a beaucoup de choses à mettre au-delà de la simple conduite. Donc on a à prévoir toutes ces formations-là. Mais il faut le prévoir sur un secteur qui n'est pas reconnu pour tout ce qu'il fait, qui est plutôt mal vu de la part d'une partie des gens, qui n'imaginent pas que 89 kilos de marchandises sur 100 kilos sont passés par un poids lourd, en tout cas par le transport routier, véhicule léger d'ailleurs ou poids lourd, et que c'est donc un gros secteur de l'économie. Vous parliez de la durée du temps de travail. Bon, près de 80% de nos salariés sont des conducteurs. Les conducteurs font en moyenne 190 heures, voire 200 heures par mois. Ce qui leur confère quand même des salaires viables. Alors, certes, parce qu'ils font beaucoup d'heures, hein, je ne vais pas revenir sur Actuellement, il y a les négociations sociales, donc ce n'est pas le sujet. Cela dit, on peut en vivre, effectivement, en travaillant. Et ça, ce n'est plus toujours au goût du jour. Donc, à nous d'être innovants. Peut-être que lorsque nos conducteurs ne partent pas à la semaine, mais il y en a qui veulent encore le faire, hein, est-ce qu'il faut raisonner sur 4 jours et plus sur 5 Voilà, on a pas mal de choses à faire. Et d'ailleurs, dans nos négociations nationales, il y en a encore eu hier, une séance. On ne parle pas que du taux horaire, on parle aussi d'amélioration de la mutuelle, des jours pour enfants malades. On essaye d'être en réflexion sur une amélioration des conditions de travail de nos personnels. Ça ne peut pas se faire en un jour non plus, ça se fait entre partenaires sociaux, mais la discussion est là. Mais on a un déficit d'image, évident. Ce déficit d'image, on essaye de le combler. Probablement, ça n'intéresse pas toujours tout le monde de savoir que nos véhicules, c'est quand même de la haute technologie, que nos organisations sont des organisations assez pointues. On fonctionne avec des heures précises de livraison, d'enlèvement, de fabrication, etc. Or, on est sur les aléas de la route, il faut anticiper tout ça. Il y a des gens à l'encadrement hein, de tous ces conducteurs notamment, qui organisent tout ça, qui sont en contact avec les clients, qui négocient les prix, parce que chez nous aussi, les coûts augmentent, et pas que les carburants. Les véhicules neufs, la transition énergétique, hein, on est sur des véhicules beaucoup plus chers. Tout ça se négocie, parfois sur des contrats plus longs, mais parfois aussi ce qu'on appelle l'exploitant, hein, qui va faire le planning pour les conducteurs, il est quand même obligé de tenir compte de tous ces paramètres. Donc c'est quand même assez complexe, avec de la haute technologie, et on n'attire pas malgré tout. Donc reste un gros travail de sensibilisation. Gros travail de sensibilisation, effectivement, et on est en plein en action sur ces sujets-là. Voilà. André Deljari, un mot avec vous peut-être sur le rôle de la CCI Occitanie pour aider déjà d'une part à la mise en relation entreprise-candidat actif, et puis aussi sur la formation, des volets sur lesquels, François Duhaene l'avait souligné également, la CCI est très active. Alors, tout d'abord, je voudrais remettre un petit peu dans le débat le fait que on est dans l'optimisme. Peut-être ça ne s'est pas fait sentir tout à l'heure. Si, ça s'est senti. Mais on est dans l'optimisme puisque je rappelle que sur 2020, c'est créé en Occitanie 49 000 entreprises. Sur 2021, c'est 58 000 entreprises qui se sont créées. Donc le niveau économique est bon, les choses vont bon train, sauf que sur certaines questions, sur certains focus, on a bien l'obligation de regarder l'accompagnement que les chambres de commerce peuvent apporter. Après, sur la formation, moi je rejoins ce que disait Mme Glaise tout à l'heure. Si on ne met pas... C'est à nous à changer notre façon d'être en tant que chef d'entreprise, parce que les métiers ont changé, les choses ont changé. Monsieur Duhaene le disait très, très clairement. Les gens aujourd'hui, par rapport à ces périodes de confinement, vivent les choses différemment. Alors c'est à nous, peut-être qu'il y a des personnes qui vont travailler le lundi, mardi, mercredi, et d'autres qui feront le jeudi, vendredi, samedi. La semaine d'après, ce sera inversé. Mais c'est à nous à réimaginer
de façon très claire ces nouveaux métiers, la nouvelle façon de faire. Peut-être qu'il y aura des horaires complémentaires à payer. Il va falloir de toute manière avoir une réflexion. Si aujourd'hui l'inflation continue à la matière, il y aura des hausses de salaire. Ça a été fait au niveau de l'hôtellerie et restauration dernièrement, parce que sinon, le principe même de l'emploi, parce que je reste persuadé que les gens sont passionnés par leur métier, certaines fois, restauration, l'hôtellerie, le transport. Quand un chauffeur prend son camion, c'est quelque chose qui est à lui. Voilà, donc il faut raison garder sur tout ça. Il y a eu les confinements. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Monsieur Duhain, aujourd'hui, heureusement que l'économie est restée ouverte avec Omicron, parce que sinon, il y aurait une casse, à mon sens, beaucoup plus importante. Donc aujourd'hui, on est dans un système où il faut que nous, on réinvente certaines choses. On a mis en place FaciliJob avec le MHB, avec MBS. C'est quoi FaciliJob et avec la mutuelle Aesio? C'est en fait on prend tous les demandeurs d'emploi, on les rentre dans un système et on regarde les entreprises qui recherchent l'emploi pour essayer de faire matcher la totalité de ces choses-là. Et comme de l'autre côté aussi, avec Pôle emploi, on travaille sur du job dating, c'est-à-dire que la rencontre entre les personnes pour aller encore plus vite au niveau de ces emplois qui sont en recherche. Moi, je reste persuadé quand même, il y a eu la réforme de l'assurance chômage, il faut quand même le souligner, qu'il y aura des choses qui vont faire partie. Moi, je pense qu'il faut qu'après cette vague-là au Omicron, si à partir du 24, compte tenu du pass vaccinal, on libère un petit peu plus l'économie sur certains secteurs qui sont encore impactés, ça va nous permettre d'aller encore plus vite. Et on le voit, l'aéronautique. Tout à l'heure, ça a été souligné, avec des grosses difficultés qu'il y avait. Ça repart avec des commandes importantes qui ont été faites dernièrement. Donc, on le voit, on voit qu'il y a des choses qui repartent. Il manque ce petit coup de pouce général, mais je suis certain que ça va arriver, parce que toutes les données donnent une économie qui va monter. On a la chance quand même, sur notre région aussi, c'est d'avoir cette arrivée en masse de population qui fait que c'est de l'économie aussi, qui permet d'être générée sur les territoires. Quand on voit qu'on est deuxième région au niveau agricole, première au niveau de l'exploitation bio, il y a plein d'endroits où on est en excellence. Il faut que l'on essaie, nous, d'aller sur ces potentiels qui nous permettent encore et encore de développer des emplois sur l'éolien. Il y a beaucoup de secteurs d'activité où le monde a changé, effectivement, très vite, en 2 ans. C'est à nous de nous réadapter, tant et si bien qu'on en ait encore tous la possibilité. Mais moi, je suis certain que la réadaptation au niveau des métiers, au niveau des entreprises, vous parliez tout à l'heure, Mme Glaise, de l'ancienneté aussi qu'il y a dans les entreprises, il y a de l'ancienneté aussi au niveau des dirigeants. Tout ça va muter, un petit peu comme les variants, et il faut que nous, on ait cette adaptabilité au niveau régional, et c'est ce à quoi on s'emploie avec Jean-François Réseau sur la totalité de la région Occitanie. Alors, on court un petit peu après le temps, mais j'ai quand même envie qu'on évoque ce sujet dont vous avez déjà parlé. C'est une magnifique transition que vous avez proposée, André Dalgéry, sur la transition écologique, justement, qui, à la différence des autres points qu'on a évoqués, peut être plutôt un moteur, un levier de croissance. Alors c'est vrai que c'est pas toujours perçu comme tel parce que c'est des contraintes, c'est des packs réglementaires de plus en plus exigeants pour les entreprises, mais ça peut aussi les booster un peu dans leurs évolutions, dans leur croissance. Françoise Glaise, dans quelle mesure les acteurs du secteur routier peuvent agir déjà pour réduire leur empreinte carbone? Le transport, c'est quand même celui qui est montré du doigt souvent à ce niveau-là. Oui, c'est effectivement celui qui est montré du doigt assez facilement parce que notamment un poids lourd, c'est gros, ça se voit, il y en a beaucoup sur l'autoroute et il est facile de dire, il y a qu'à mettre tout ça sur le train. Bon, oui. Alors déjà, je veux souligner que les transporteurs routiers sont tout à fait favorables à l'intermodalité, au transport ferroviaire. Pas une concurrence. Ce n'est pas une concurrence, c'est une complémentarité de mode et nous manquons de sillons en fait sur le rail. Voilà, c'est la raison pour laquelle la souplesse de la route passe souvent par-dessus le rail. Bon. Cela dit, la transition écologique, la transition énergétique, pour nous, on va plus parler de transition énergétique, elle a été prise en main il y a quand même maintenant plusieurs années, puisqu'il y a plus de 10 ans
que nos entreprises sont vivement encouragées et aidées, gratuitement d'ailleurs, par les certificats d'économie d'énergie, sont encouragées à signer des chartes CO2. Ça s'appelle charte CO2, les transporteurs s'engagent. Alors ça reste une charte. Depuis maintenant 3 ans, on a des labels. Donc ce sont des gens qui vont plus loin. L'Occitanie-Méditerranée, dès le début, s'est fortement mobilisée sur ces actions-là. Les entreprises, donc, ont plusieurs actions à mettre en œuvre pour réduire leur impact carbone sur le conducteur, sur l'organisation, sur le véhicule, etc. Et ils doivent tous choisir à minima une action sur chaque axe. Et ils le font plutôt bien et plutôt volontiers. Donc, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à une phase supérieure. Mais là, on ne peut plus le faire tout seul. On est favorable, bien sûr, mais on ne peut plus le faire tout seul. Aujourd'hui, un transporteur n'achètera un véhicule d'une autre énergie que le gasoil que s'il est sûr de pouvoir s'avitailler. Sinon, on est arrêté, et puis point à la ligne. Et puis, faut-il qu'on nous vende aussi le matériel. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'électrique n'est pas adapté pour les gros volumes. C'est pour les petits véhicules, plutôt en logistique urbaine. Le gaz, il faut pouvoir faire son plein tous les jours. Enfin, on est limité autour encore de 400-450 km. Faut-il qu'il n'y ait pas un bouchon sur l'autoroute? Voilà, on a tout ça à regarder. Bien sûr, on nous parle beaucoup d'hydrogène et la région Occitanie, effectivement, se positionne beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que ce sera le cas demain, mais aujourd'hui, un véhicule hydrogène, si on nous en vendait, coûte 5 fois plus cher qu'un véhicule gasoil. Et oui, c'est la réalité économique. Là, c'est la réalité économique. Quel client peut nous accompagner sur un tel coût de revient? La question est posée. Et vous le disiez tout à l'heure, dans le transport, il y a beaucoup d'entreprises où il y a une personne ou 2 ou 3 personnes, donc voilà, pas avec des structures exactement. très exactement. Quelqu'un, un artisan, même si on n'appelle pas ça un artisan, mais c'est comme ça qu'on, voilà, quelqu'un, une entreprise unipersonnelle, un véhicule, un conducteur chef d'entreprise, qui aujourd'hui peut toucher un matériel qui augmente aussi, gasoil, on va dire autour de 100 000 euros, hors taxes, des dernières générations, qui polluent très très peu, mais on a encore un petit problème de particules à résoudre, qui va acheter un camion gaz autour de 140-150 000 euros, est-ce qu'il va mettre 500 000 euros dans de l'hydrogène sans savoir où est-ce qu'il va pouvoir s'approvisionner? C'est toute la question. C'est toute la question. Donc il faut jouer collectif et que toute la chaîne d'approvisionnement soit vise dans le même sens. La transition qui s'est faite vers les véhicules au gaz, qui représente à peu près 10% des parcs aujourd'hui, elle s'est faite en partenariat avec les clients, les chargeurs. C'est-à-dire quand on acceptait, le client acceptait de rallonger un contrat et de ne pas mettre à la concurrence tous les ans ou tous les 2 ans pour une simple question de prix, mais accepter d'accompagner pendant 5 ans l'entreprise sur le temps d'amortissement du matériel. Du coup, ça a permis aux entreprises de transport d'investir sur du gaz, par exemple. Mais nous savons aussi, sur l'avenir, que nous parlons de mixité énergétique. Toutes les énergies ne seront pas adaptées à tous les types de transport. Effectivement, l'électrique va rester plutôt pour des transports très locaux. Le gasoil risque d'exister encore quand même sur de la zone longue. Voir ce qu'on va faire avec le ferroviaire, que ce soit le fret ferroviaire, le transport combiné ou l'autoroute ferroviaire. Tout est sur la table. Pas mal d'options en effet, et puis voilà, ça se discute. Ça se discute. Il va falloir attendre peut-être encore un peu, notamment pour l'hydrogène et c'est l'équilibre entre là aussi les possibilités de faire et les possibilités d'exercer sa profession. Parce que quand on part, il faut qu'on soit sûr d'arriver. On est d'accord, voilà. C'est mieux. C'est basique, mais on ne peut pas rester au bord de la route parce qu'on n'a plus d'approvisionnement possible. C'est concret. Voilà. André Deljarry, selon vous, dans quelle mesure la transition écologique peut soutenir la croissance des entreprises? Il y a plusieurs vecteurs importants, notamment la RT 2020 qui va changer complètement l'isolation, l'électricité dans beaucoup de bâtiments. Donc ceci est une vraie transition. C'est au niveau économique de vraies possibilités de marché qui vont se développer. Quand l'on voit tous les bâtiments vieillissants en Occitanie, on ne peut que avoir une vision au niveau économique largement soutenue. Nous après aussi au niveau de l'évolution,
on va lancer fin janvier, en partenariat avec la région et l'ADEME, les achats responsables pour essayer justement que tout le monde soit bien là-dedans, en accompagnant grands acheteurs publics, privés des TPE-PME, pour qu'ils gagnent aussi en performance, aussi les achats au niveau circuit court. Aujourd'hui, on vit une révolution qui s'est passée en l'espace de 2 ans, donc tout s'est concentré en 2 ans, et on doit changer complètement nos habitudes, notre façon de faire. Donc après, c'est à nous, à mixer par atelier, à voir avec des entreprises comment on peut les accompagner. Nous, on travaille beaucoup, moi je dis les chambres de commerce, on est souvent des personnes de l'ombre qui travaillons, qui préparons un petit peu la totalité de ces nouvelles technologies, ces nouvelles choses à mettre en place avec ces nouveaux bâtiments, cette nouvelle façon de consommer aussi le territoire. Donc c'est tout cela que l'on va continuer à accompagner sur le territoire d'Occitanie. Surtout qu'à la clé, on parlait formation il y a quelques secondes, oui. C'est aussi la porte à de nouveaux métiers. On voit des directeurs RSE, des Chief Impact Officer et puis bien d'autres encore. Donc ça peut aussi apporter pour moi, nouvelle formation, nouvelle main-d'œuvre. Alors, les 2 jambes que j'ai mis en place pour l'année 2022, je les ai appelées de cette façon-là. Il y a d'un côté l'international, parce que je pense qu'au niveau Occitanie, on peut aller beaucoup plus loin au niveau international. Alors, c'est pas aller chercher les entreprises qui le font déjà, c'est des entreprises qui ne savent pas, qui encore peuvent se développer de façon très forte à l'international. Et là-dessus, on va travailler avec Jean-François Réseau de façon très très forte, parce que là, il y a un potentiel énorme au niveau économique. Et la deuxième, par rapport à votre question, c'est au niveau de la formation. Dans les formations au niveau des CFA, je rappelle qu'on forme globalement en Occitanie pratiquement 6 000 jeunes, et que de l'autre côté, au niveau de l'enseignement supérieur, avec TBS et MBS, c'est plus de 6 000 personnes aussi formées. Donc là aussi, que ce soit enseignement supérieur, que ce soit avec les jeunes qui veulent apprendre les métiers de bouche, les métiers de la tôlerie, et les métiers de coiffure, puisque nous formons sur tous les métiers, il faut que l'on soit dans cet accompagnement-là. Si on ne le fait pas au niveau de la formation, si on ne le fait pas au niveau de l'international, ça peut être un handicap au niveau régional. Mais nous, on est prêt à le faire, en correspondance avec, bien sûr, la région, avec aussi le préfet de région et les préfets de département, pour qu'on aille encore plus loin dans cette culture, cette révolution des nouveaux métiers. Vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a beaucoup de nouveaux métiers. Aujourd'hui, tout ce qui se fait en ligne, tout le travail en ligne, livraison en ligne, tout ce qui... Ça aussi, c'est de l'accompagnement que l'on doit avoir, nous, au niveau chambre de commerce, pour faire... voir aux chefs d'entreprise qu'il y a de nouveaux métiers, il y a des choses qui se sont passées on travaille par exemple, je vais prendre un dernier exemple au niveau de la région, sur cette marketplace un petit peu en disant comment les commerçants vont pouvoir s'approprier une autre façon de faire livrer en ligne directement sur nos territoires. Il n'y a pas que certaines grosses sociétés mondiales qui peuvent s'approprier cela. Je pense que c'est à nous aussi à développer localement. Alors c'est très simple puisqu'il y a des plateformes qui ont été mises en place pendant le confinement. Il suffit d'y rajouter à l'entrée la totalité des commerces avec leur catalogue, leur promotion et ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur. Deuxièmement, leur entrée à l'intérieur de ces sites. Et troisièmement, trouver des systèmes de livraison. On y travaille avec la Poste, on y travaille avec beaucoup de systèmes qui permettent là aussi d'aller plus loin et de servir en ligne la totalité de nos commerçants de l'Occitanie. Bien, eh bien, à la lumière de ces échanges qui touchent quasiment à leur fin, alors si on mélange un peu tout ce qu'on s'est dit, un peu d'optimisme, un peu de pessimisme, un peu de patience surtout, si je reviens à la question de départ, la reprise économique peut-elle se poursuivre en 2022 ? En quelques mots, François Duhaene, quel est votre verdict ? Écoutez, moi, je n'ai pas du tout l'intention de changer ce que je vous ai dit avec quoi j'ai démarré. Je suis raisonnablement optimiste. On fera moins de croissance qu'en 2021 parce qu'en fait, on était dans une phase de rattrapage. Mais entre tout l'argent qui a été mis dans la poche des Français et plus généralement en Europe, parce que ça ne consomme pas, et puis vos transporteurs, ils vont aussi en dehors de France, ou les entreprises de la région qui ne sont pas loin de pays adjacents, entre le fait qu'on aura une situation sanitaire plus détendue et donc une partie des métiers qui inquiétaient mon homologue ici, qui devrait pouvoir retrouver davantage de couleurs, comme d'ailleurs elle l'avait retrouvé à l'été dernier. On est repassé dans une phase difficile, mais on est aussi passé pendant l'été
dans une phase franchement plus accessible des vacances, des vacanciers, etc., qui se sont quand même très correctement passés. Tous ces éléments-là combinés devraient nous permettre quand même d'aller de l'avant et d'avoir une année 2022 avec une croissance très au-delà du potentiel de la croissance française. Et 2023, pour moi, devrait être dans le même ordre de dynamique. Après, il ne faut pas qu'on ait un Omicron qui se transforme en Oméga, si je peux me permettre une petite... Tout à fait. Filer une image de littérature grecque, ça c'est le premier sujet qu'on a. Et puis le deuxième sujet, c'est d'avoir un prix de l'énergie, qui est un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, qui est pourtant un sujet primordial et pour lequel je suis sûrement un peu moins optimiste. Alors comme je ne vais pas vouloir finir sur une note pessimiste, je vais quand même tout parler d'autres choses ensuite, mais on a quand même un vrai sujet du prix de l'énergie, où il y a quand même des décisions à prendre en France, de telle sorte à ce qu'on s'assure qu'on ait l'énergie qui se mette au prix auquel les Français peuvent le supporter, les entreprises peuvent le supporter, et pas simplement auquel un prix pan-européen nous conduit à avoir une électricité aujourd'hui un peu trop chère. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la transition énergétique, il faut absolument la faire. Ça conditionne aujourd'hui que l'énergie soit un peu chère, mais il y a des moyens intermédiaires pour que la situation s'améliore. Le gouvernement français a commencé de manière un peu violente avec EDF il y a quelques jours à prendre des mesures un peu drastiques, mais il était grand temps que quelque chose se passe. Sujet primordial, en effet, vous l'avez dit, le coût de l'énergie. Alors c'est vrai qu'on y reviendra peut-être dans un autre rendez-vous, effectivement. Il a fallu faire quelques choix, mais c'est vrai que c'est essentiel pour l'activité économique. Pareil, même question, même sanction. André Deljarry, votre verdict alors ? Non, mais le verdict, il est clair. Moi, j'ai signalé quelques secteurs d'activité qui évidemment sont en tension actuellement. Mais globalement, c'est l'optimisme qui va régner. D'abord, on le voit par rapport aux résultats de 2021. Donc là-dessus, il n'y a pas de problématique. Mais nous, au niveau des chambres consulaires, on se doit de façon permanente d'analyser certaines problématiques, et on y travaillait encore hier soir, là, comme j'ai parlé tout à l'heure, de l'événementiel, de tous ces métiers, les restaurants, le télétravail. Il faut que l'on regarde, il faut que l'on voit avec l'État comment ces personnes-là peuvent être accompagnées. Après, sur le reste, évidemment, tout va bien, même si on regarde dans les Hautes-Pyrénées, la problématique, l'écosystème des pèlerinages qui a complètement été stoppé. Lourdes, ouais. Ça aussi, c'est une problématique économique, là, dans un secteur très particulier et dans un endroit de la cartographie de l'Occitanie. Moi, je dis, sur l'année 2022, optimisme. J'espère, avec le pass vaccinal, que l'on termine avec les mesures de jauge, que l'on termine avec ça, en gardant les gestes et les règles barrières. Et là, on peut dire tout est parti et l'année sera belle. Donc, global optimisme, mais quelques points de vigilance encore cette année. Françoise Glaise. Écoutez, également, on reste quand même optimiste. Je le disais au début, l'activité est plutôt bonne en général, avec quelques bémols par-ci par-là, mais globalement, l'activité est bonne. Un vrai développement du transport de proximité avec le e-commerce, la distribution du e-commerce. Des chefs d'entreprise toujours passionnés, qui essayent effectivement de se remettre en question pour attirer un peu plus de monde. On a malgré tout formé, rien qu'en titre professionnel et en alternance, en plus, en 2020, 2021, 2000 conducteurs, plus d'autres encore sur d'autres métiers. On en veut encore. Et on fait des efforts et on pense effectivement que 2022 et probablement 2023 seront de bonnes années, même si le manque de visibilité, c'est-à-dire la commande précise détenue dans le carnet, n'est pas là. C'est ce qui rend un peu parfois frileux, mais on pense quand même que l'activité sera là. Voilà. Bien, un optimisme global. Donc, nous voilà ragaillardis. Je vous propose de grappiller encore 1 ou 2 minutes pour répondre aux questions des internautes. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, je pense que oui. Comme on est un petit peu en retard, on va en prendre une seule pour vous, François Duhaene. Je pense qu'elle est plutôt pour vous, celle-là. On l'a vu, ça a été évoqué. Effectivement, il y a une étude Atares qui est sortie ce matin sur les défaillances d'entreprises qui n'ont jamais été au plus bas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on entend encore ici et là des voix dissonantes, notamment émanant des tribunaux de commerce qui nous disent oui. Mais une fois qu'on aura retiré complètement les perfusions de l'État, il y aura un crash. Est-ce que vous y croyez ? On a pu comprendre que non, mais enfin, ils ont l'air d'avoir des arguments, eux aussi.
Écoutez, il n'est pas normal qu'on reste à un nombre de faillites aussi faible. Il n'est même pas forcément sain économiquement qu'on y reste, parce qu'en fait, il y a des acteurs qui sont probablement comme un peu faibles aujourd'hui et qui empêcheront la consolidation nécessaire de certains métiers. Donc, je ne crois pas qu'il soit sain qu'on y reste, qu'on ait une explosion au-delà de ce qu'était la tendance précédente, c'est-à-dire à peu entre 2 et 2,5 fois le nombre de faillites qu'on connaît aujourd'hui. Je ne crois pas non plus. Je pense que l'économie est suffisamment solide, l'accompagnement à la fois par l'État et à la fois par le système financier en général, les banques en particulier, que moi je représente aujourd'hui, c'est sûr, mais il n'y a pas que nous, il y a aussi d'autres institutions, les chambres de commerce, vous le mentionniez, monsieur, le gouvernement français de manière plus générale. Je pense que tout ça, on n'a pas fait tous ces efforts pour à la fin, dans la dernière ligne droite des 3 ou 6 derniers mois, tout lâcher. Je ne crois absolument pas. Donc remonter du nombre de faillites, très probablement, que ce soit même presque sain économiquement, probablement aussi, mais pour que ce soit quelque chose qui dérape, ça je ne crois pas non plus. Très bien, eh bien c'est ainsi sur cette réponse, merci beaucoup François Duhaene, que nous allons conclure ce débat. Merci à tous les trois, merci aussi à Patrice Cauvet du CIC Sud-Ouest d'avoir eu la gentillesse de nous accompagner et de nous éclairer, donc tous de vos expertises. J'en profite un peu pour faire un petit peu de promo aussi pour le guide Leader 2022 de la lettre M, ceux qui font l'Occitanie, qui est paru il y a quelques semaines à peine. Donc c'est l'occasion de retrouver près de 600 personnes qui sont à la tête d'entreprises, de collectivités, d'entités publiques et privées et qui font l'actualité économique, financière, industrielle de l'économie. Voilà, donc vous pouvez vous le procurer eh bien, en allant tout simplement sur le site de la lettre M ou en vous rendant même dans nos locaux. Nous sommes à Montpellier, place de la Comédie, à Jean Jaurès à Toulouse. Et puis vous pouvez aussi le retrouver dans certaines librairies, notamment Sorams à Montpellier. Voilà, écoutez, il est temps pour nous de prendre congé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez aussi retrouver ce débat en replay. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau débat de la lettre M.